Paris, 6 juillet 1750. Les cloches de Notre-Dame résonnent dans l'air épais de l'été, mais leur mélodie se mêle à un autre son, celui du bois qui craque sous les flammes dévorantes de la place de Grève. Deux hommes brûlent vivants sous les regards d'une foule assoiffée de spectacle, leurs cris se perdant dans le rugissement du feu qui consume leur chair. Jean Diot et Bruno Lenoir ne savent pas encore qu'ils viennent d'écrire leur nom dans l'encre noire de l'histoire. Le bûcher crépite avec une violence inouïe. Les flammes lèchent leur corps attachés au poteau, transformant leur dernière étreinte en une danse macabre orchestrée par la haine. Autour d'eux, les visages se déforment dans la lueur orangée, certains jubilent, d'autres détournent le regard. Mais tous participent à ce rituel barbare que la société a baptisé « justice divine ». Leurs yeux se croisent une dernière fois à travers la fumée noire. Dans ce regard ultime, une promesse silencieuse traverse les siècles. Nous ne mourrons pas vraiment. Notre sang versé deviendra l'encre de votre condamnation. Nos cendres fertiliseront la terre de la révolte. Car l'amour qu'ils ont voulu détruire par le feu renaîtra dans chaque cœur qui refusera l'oubli. Ce que les bourreaux ignorent, c'est qu'ils viennent de créer des martyrs. En tentant d'effacer Jean Diot et Bruno Lenoir de l'existence, ils ont gravé leur nom au fer rouge dans la mémoire collective. Chaque étincelle qui s'élève de leur bûcher porte en elle la semence d'une vengeance qui mettra des siècles à germer, mais qui finira par consumer leurs persécuteurs. La place de Grève boit leur sang avec une soif millénaire. Ces pavés ont déjà goûté aux larmes de tant d'innocents, mais aujourd'hui, ils absorbent quelque chose de différent, la rage pure de ceux qui meurent, non pour leurs crimes, mais pour avoir osé aimer. Cette rage s'infiltrera dans les fondations de Paris, créant des fissures invisibles qui finiront par faire trembler l'édifice de l'intolérance. Les flammes s'éteignent, mais leur écho traverse les époques. 2 siècles et demi plus tard, leurs noms ressurgiront des cendres comme des phénix vengeurs. Des artistes, des écrivains, des révolutionnaires s'empareront de leur mémoire pour en faire une arme contre l'oubli. Leur mort devient ainsi le premier acte d'une longue symphonie de résistance. Dans l'obscurité qui suit l'exécution, quelque chose de sinistre commence à germer. Les témoins de leur supplice rentrent chez eux, mais ils portent désormais en eux une graine empoisonnée. Car ceux qui assistent à l'injustice deviennent complices de sa perpétuation, et cette culpabilité collective créera une dette que l'histoire se chargera de réclamer avec intérêt. Ainsi commence l'une des vengeances les plus lentes et les plus implacables de l'histoire. Une vengeance qui ne se mesure pas en années, mais en siècles. Une vengeance qui transformera la honte en fierté, le silence en clameur, l'oubli en mémoire éternelle. Jean Diot et Bruno Lenoir viennent de mourir, mais leur vraie vie ne fait que commencer. Dans les méandres sombres de l'histoire française, certaines injustices résonnent avec une intensité qui traverse les siècles. L'exécution de Jean Diot et Bruno Lenoir en 1750 représente l'un de ces moments où l'humanité révèle sa face la plus cruelle, où l'amour est puni par les flammes de l'intolérance. Mais cette histoire ne s'arrête pas aux cendres de ce bûcher funeste. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse la simple chronique historique. C'est le récit d'une vengeance qui s'est orchestrée dans l'ombre pendant plus de 2 siècles, utilisant l'art, la littérature et l'activisme comme instrument de résurrection. Ces 2 hommes, morts dans l'indifférence générale, sont devenus les symboles d'une rédemption collective qui a transformé leur supplice en victoire posthume. Leurs noms, effacés des registres officiels, ont ressurgi dans les manifestes révolutionnaires, les œuvres d'art contemporaine et les mouvements de libération. Chaque mention de Jean Diot et Bruno Lenoir devient un acte de résistance contre l'amnésie volontaire d'une société qui préférait oublier ses crimes plutôt que de les confronter. Avant de plonger dans cette odyssée de la mémoire retrouvée, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires oubliées qui hantent notre présent. Laissez un commentaire pour nous dire de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Votre présence ici participe à cette renaissance des voix étouffées.
Et si cette histoire vous saisit aux entrailles, exprimez-le d'un clic sur le pouce levé. L'automne 1749 s'abat sur Paris comme un linceul grisâtre. Dans les ruelles étroites du Marais, où l'ombre et la lumière jouent une danse éternelle, Jean Diot et Bruno Lenoir ignorent encore que leurs pas les mènent vers un destin gravé dans le feu. Leur rencontre clandestine dans les recoins obscurs de la capitale n'échappe pas aux yeux de ceux qui font du voyeurisme moral leur profession la plus lucrative. Jean Diot, soldat de son état, porte sur ses épaules le poids d'une vie fracturée. Ses mains, habituées à manier l'épée au service du roi, tremblent désormais chaque fois qu'elle se pose sur la peau de Bruno. Non pas de peur, mais de cette émotion interdite qui consume les entrailles et transforme les hommes les plus braves en fugitifs de leur propre existence. Dans une société qui glorifie la guerre, mais condamne l'amour, ils naviguent entre deux mondes inconciliables. Bruno Lenoir, domestique aux mains calleuses et au regard tendre, découvre dans les bras de Jean une vérité qui le terrifie. Car aimer un homme en cette époque équivaut à signer son propre arrêt de mort. Chaque caresse échangée devient un acte de haute trahison envers les codes divins et royaux. Leurs corps se cherchent dans l'obscurité des caves et des greniers, créant leur propre univers, là où la société ne peut les atteindre. Mais Paris a 1000 yeux et 1000 oreilles. Les mouchards pullulent dans les tavernes, les bordels et les églises. Ils se nourrissent de secrets et régurgitent des dénonciations contre quelques pièces d'argent. Un voisin jaloux, un rival éconduit, un prêtre zélé, n'importe qui peut devenir l'instrument de leur perte. Dans cette société de surveillance moralisatrice, l'intimité devient un crime et l'amour un péché capital. Le 4 janvier 1750, le piège se referme avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Une dénonciation anonyme parvient aux autorités, décrivant avec des détails sordides les abominations commises par les deux hommes. Les exemples prudes se régalent de cette chair fraîche offerte à leur appétit de châtiment. Car il ne suffit pas de punir le crime, il faut d'abord le savourer dans tous ses détails scabreux. L'arrestation se déroule dans la violence et l'humiliation. Jean et Bruno sont traînés hors de leur refuge comme des bêtes nuisibles, exposés au quolibet d'une foule qui ne comprend pas la nature de leur faute, mais applaudit néanmoins à leur chute. Leurs liens sont brisés par les chaînes, leurs secrets étalés au grand jour, comme une charogne que les corbeaux de la morale se disputent avidement. Dans les geôles du Châtelet, l'horreur prend des formes raffinées. Les interrogatoires se succèdent, mêlant torture physique et humiliation psychologique. On leur demande de décrire leurs actes avec une précision anatomique, transformant leur amour en catalogue pornographique destiné à alimenter les fantasmes malsains de leurs juges. Chaque aveu arraché devient une nouvelle pierre dans l'édifice de leur condamnation. Le procès qui suit n'est qu'une mascarade judiciaire. Les témoins se bousculent pour accabler les accusés, espérant gagner les faveurs du pouvoir en participant à cette curée légalisée. Certains inventent des détails croustillants, d'autres exagèrent des faits anodins. Peu importe la vérité. Seule compte la satisfaction de cette soif collective de sang innocent qui caractérise les sociétés en proie au fanatisme religieux. La sentence tombe comme un couperet. Morts par le feu. Les juges, drapés dans leurs robes noires qui cachent mal leurs âmes corrompues, prononcent ces mots avec la solennité de qui se croit investi d'une mission divine. Ils ne condamnent pas seulement deux hommes, ils assassinent l'amour lui-même, espérant que les flammes purifieront leur propre culpabilité de voyeurs pervers. Dans l'attente de leur exécution, Jean et Bruno découvrent une sérénité inattendue. Car ils comprennent désormais que leur mort ne sera pas une fin, mais une métamorphose. Leurs corps brûleront, mais leurs noms traverseront les siècles portés par tous ceux qui refuseront de courber l'échine devant l'intolérance. Leur amour, condamné à mort, renaîtra dans chaque cœur qui osera défier l'ordre établi. Le 6 juillet 1750, Paris s'éveille dans une atmosphère électrique. Les marchands installent leurs étals avec un empressement inhabituel, car les exécutions attirent les foules et font prospérer le commerce de rue. Des vendeurs ambulants proposent déjà des libelles décrivant les crimes abominables des condamnés, transformant leur agonie annoncée en spectacle payant.
La mort devient un divertissement, l'injustice une attraction foraine. Sur la place de Grève, les préparatifs macabres s'organisent avec une efficacité administrative glaçante. Le bois sec s'accumule autour des deux poteaux, formant un autel païen dédié à la barbarie civilisée. Les bourreaux vérifient leurs instruments avec la méticulosité d'artisans perfectionnistes, car il faut que le spectacle soit réussi. L'État français transforme le meurtre légal en cérémonie publique, baptisant justice ce qui n'est que sadisme collectif organisé. Jean Diot et Bruno Lenoir sont extraits de leurs cellules dans un état de délabrement physique révoltant. Les tortures subies ont marqué leur corps d'ecchymose violacée, mais leur regard conserve cette dignité que leurs persécuteurs n'ont jamais réussi à briser. Leurs mains entravées se frôlent une dernière fois dans le fourgon qui les mène vers leur calvaire, échangeant dans ce contact furtif tout l'amour qu'une société malade leur interdit d'exprimer. La foule qui se presse autour de l'échafaud révèle le visage hideux de l'humanité assoiffée de sang. Des bourgeois respectables côtoient des mendiants crasseux, unis dans la même fascination morbide pour la souffrance d'autrui. Des mères portent leurs enfants sur leurs épaules pour qu'ils aient une meilleure vue du spectacle, inculquant ainsi aux générations futures le goût de la cruauté institutionnalisée. Les représentants de l'Église bénissent ce massacre avec une hypocrisie révoltante. Le prêtre qui accompagne les condamnés récite des prières en latin, transformant l'assassinat en rituel religieux. Ces mêmes hommes de Dieu qui prêchent l'amour du prochain applaudissent à la mort de deux êtres dont le seul crime fut de s'aimer. Leur présence sanctifie l'innommable, donnant une caution divine à la barbarie humaine. Quand les flammes commencent à lécher leurs pieds nus, Jean et Bruno refusent de crier. Leur silence devient plus assourdissant que tous les hurlements du monde, car il révèle à la foule sa propre monstruosité. Dans leurs yeux qui se consument, on peut lire non pas la peur, mais une pitié immense pour ces spectateurs venus se repaître de leur agonie. Ils meurent en gardant intact leur amour, transformant leur supplice en victoire morale. Les flammes grimpent le long de leur corps avec une lenteur calculée, car il faut que la leçon soit bien comprise par tous les pervers potentiels qui assistent au spectacle. Chaque seconde de souffrance supplémentaire sert d'avertissement à ceux qui seraient tentés de transgresser les codes moraux. L'État français fait de la torture un instrument pédagogique, espérant que la terreur dissuadera les déviants futurs. Mais quelque chose d'inattendu se produit dans la foule. Certains visages se détournent, saisis d'une nausée soudaine face à l'horreur du spectacle. Des femmes fondent en larmes. Des hommes baissent la tête, pris d'une honte inexplicable, car même dans une société corrompue, l'humanité finit parfois par ressurgir, révélant l'infamie de ce qui se déroule sous leurs yeux. Ces premiers témoins troublés deviendront les graines de la rédemption future. Leurs corps se transforment en torches vivantes, mais leurs âmes s'élèvent déjà vers une immortalité qu'ils n'auraient jamais atteinte dans la vie ordinaire. Car les martyrs ne meurent jamais vraiment. Ils se transforment en symboles, en étendards de révolte, en flammes éternelles qui brûleront dans le cœur de tous les opprimés. Jean Diot et Bruno Lenoir cessent d'être des hommes pour devenir des idées, et les idées sont indestructibles. Quand les dernières braises s'éteignent dans la cendre grise, les bourreaux croient leur travail accompli. Ils balaient les restes calcinés comme on nettoie après une fête, persuadés d'avoir effacé à jamais ces deux noms de l'histoire. Mais ils viennent en réalité d'allumer un incendie qui couvra pendant des siècles dans les consciences, alimenté par la colère de tous ceux qui refuseront d'oublier cette injustice fondamentale. Les décennies qui suivent l'exécution voient s'installer un silence de plomb sur l'affaire Diot-Lenoir. Les archives officielles mentionnent à peine leur existence, réduisant leur vie et leur mort à quelques lignes bureaucratiques griffonnées dans des registres poussiéreux. Cette amnésie organisée ne résulte pas du hasard, mais d'une volonté délibérée d'effacer toute trace de cette barbarie légalisée. Car une société qui oublie ses crimes se donne le droit de les recommencer. Pourtant,
Dans les couches souterraines de la société parisienne, des murmures persistants troublent ce silence imposé. Dans les tavernes malfamées, les bordels discrets et les salons clandestins, leurs noms circulent comme des mots de passe secrets. Ces lieux de perdition deviennent paradoxalement les sanctuaires de leur mémoire, car ceux qui vivent dans l'ombre comprennent mieux que quiconque la valeur du sacrifice accompli par Jean et Bruno. La Révolution française de 1789 aurait pu faire ressurgir leur histoire, mais les révolutionnaires ont d'autres combats à mener. Occupés à décapiter les aristocrates, ils n'ont guère le temps de réhabiliter 2 roturiers morts pour un amour jugé contre nature. L'ironie veut que cette révolution, qui proclame les droits de l'homme perpétue, l'oubli de ceux qui furent les victimes d'une justice inhumaine. Les idéaux révolutionnaires butent sur les préjugés ancestraux. Le 19e siècle industriel enterre encore plus profondément leurs souvenirs sous les pavés de la modernité naissante. Paris se transforme, les vieux quartiers où ils s'aimaient disparaissent sous les coups de pioche du baron Haussmann. La place de Grève elle-même change de nom, devenant place de l'Hôtel de Ville, effaçant symboliquement le théâtre de leurs martyrs. La géographie urbaine participe à cette entreprise d'amnésie collective, mais l'oubli n'est jamais total, car il existe toujours des gardiens secrets de la mémoire interdite. Des historiens marginaux, des écrivains maudits, des artistes incompris conservent précieusement les fragments épars de leur histoire. Ces sentinelles de l'ombre travaillent dans l'anonymat, reconstituant pièce par pièce le puzzle d'une existence effacée. Leur travail de fourmi prépare la résurrection future de Jean Diot et Bruno Lenoir. Au début du XXe siècle, les premiers mouvements d'émancipation homosexuelle commencent à s'intéresser à ces martyrs oubliés. Magnus Hirschfeld en Allemagne, Edward Carpenter en Angleterre, quelques intellectuels français courageux exhument leurs noms des archives poussiéreuses. Ces pionniers comprennent que la lutte pour l'égalité doit s'appuyer sur la mémoire des victimes passées. Jean et Bruno deviennent les premiers saints laïcs d'une religion de l'amour libre. Les 2 guerres mondiales interrompent brutalement cette renaissance mémorielle. Les nazis en particulier s'emploient à détruire toute trace de cette histoire dégénérée, brûlant les livres qui mentionnaient les 2 amants comme ils brûleront plus tard des milliers d'homosexuels dans leur camp de la mort. L'oubli redevient une arme politique, utilisée par les totalitarismes pour effacer les témoignages gênants du passé. Mais les années 1960 marquent un tournant décisif dans la redécouverte de leur histoire. Les mouvements de libération sexuelle, nourris par l'esprit de rébellion de mai 68, s'emparent de leur nom comme d'un étendard. Des militants anonymes collent leurs portraits sur les murs de Paris, transformant ces victimes d'autrefois en symboles de résistance contemporaine. La rue devient leur mausolée, les graffitis leur épitaphe. L'apparition du sida dans les années 1980 donne une résonance tragique nouvelle à leurs martyrs. Ceux qui meurent de cette peste moderne se reconnaissent dans ces ancêtres morts par les flammes de l'intolérance. Jean Diot et Bruno Lenoir deviennent les patrons officieux d'une communauté décimée par la maladie et l'indifférence sociale. Leur histoire prend une dimension prophétique. Ils annoncent tous les crimes futurs commis au nom de la morale. Ainsi commence véritablement leur vengeance, non pas dans la violence, mais dans la mémoire retrouvée. Chaque fois qu'un artiste prononce leur nom, chaque fois qu'un activiste brandit leur portrait, chaque fois qu'un historien raconte leur histoire, ils ressuscitent un peu plus. Leur mort atroce se transforme en victoire posthume, prouvant que l'amour finit toujours par triompher de la haine, même si ce triomphe demande des siècles pour s'accomplir. L'année 1981 marque un tournant symbolique dans la réhabilitation de Jean Diot et Bruno Lenoir. Félix Guattari, philosophe et psychanalyste révolutionnaire, fait graver leur nom sur un monument aux victimes de l'intolérance érigé dans le cimetière du Père-Lachaise. Cette plaque de marbre noir devient leur première sépulture officielle 3 siècles après leur exécution. L'acte apparemment simple cache une révolution. La société française reconnaît enfin ses victimes oubliées.
Les artistes contemporains s'emparent de leur histoire avec une rage créatrice bouleversante. David Wojnarowicz, peintre américain séropositif, réalise une série de toiles où leurs silhouettes se consument dans des flammes multicolores qui forment des arcs-en-ciel vengeurs. Chaque coup de pinceau devient un acte de résurrection. Chaque couleur, une protestation contre l'oubli. L'art contemporain transforme leur supplice en beauté subversive, retournant l'arme de l'esthétique contre leurs anciens bourreaux. En 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, une troupe de théâtre underground monte Les Flammes de Grève, spectacle hallucinant où Jean et Bruno ressuscitent pour juger leurs juges. Les comédiens jouent nus, leur corps peint aux couleurs du feu, récitant des textes inspirés de leurs interrogatoires authentiques. Le public, plongé dans une atmosphère suffocante, vit par procuration l'horreur de leur agonie. Le théâtre devient tribunal, l'art se fait justice. La littérature s'empare à son tour de leur destin brisé. Jean Genet posthume semble inspirer toute une génération d'écrivains qui font de Jean Diot et Bruno Lenoir les héros de romans flamboyants. Leurs amours interdites se transforment en épopées passionnelles qui font pleurer les lecteurs et trembler les bien-pensants. Chaque livre vendu devient un vote contre l'intolérance, chaque larme versée une goutte dans l'océan de leur rédemption. Les photographes aussi participent à cette renaissance artistique. Goldin réalise une série de clichés troublants où des couples d'hommes rejouent les derniers instants de Jean et Bruno, dans une esthétique crue qui mêle érotisme et mysticisme. Ces images choquent et fascinent, obligeant le spectateur à affronter la réalité de leur sacrifice. L'objectif devient un instrument de résurrection, immortalisant sur pellicule ce que les flammes avaient voulu détruire. La musique électronique naissante s'empare de leur légende. Des DJ anonymes créent des mix hypnotiques où leurs noms scandés se mêlent à des sons de crépitement et de foules déchaînées. Dans les clubs underground de Berlin, Londres et New York, leurs spectres dansent au rythme de basses obsédantes. La musique électronique devient leur nouvelle incarnation, vibrant dans les corps en sueur de milliers de danseurs libérés. En 1995, l'artiste conceptuel Pierre et Gilles réalise Saint-Jean et Saint-Bruno, photographie kitsch et bouleversante où les deux amants apparaissent en martyrs christiques, auréolés de flammes dorées. Cette image devient rapidement iconique, reproduite sur des milliers de t-shirts, d'affiches et de bannières militantes. Le kitsch religieux détourne les codes chrétiens pour sanctifier un amour que l'Église avait condamné. L'ironie devient arme de guerre culturelle. Internet naissant amplifie exponentiellement leur notoriété posthume. Des sites web dédiés fleurissent, compilant documents historiques, œuvres artistiques et témoignages contemporains. Leurs noms circulent dans des forums de discussion, des blogs militants, des réseaux sociaux naissants. La toile mondiale devient leur nouveau terrain de résurrection, permettant à leur histoire de toucher des millions de personnes à travers le globe. Des performances artistiques de plus en plus audacieuses marquent les anniversaires de leur mort. Chaque 6 juillet, des artistes de rue rejouent leur exécution sur la place de l'Hôtel de Ville, utilisant des effets spéciaux saisissants pour simuler leur agonie. Ces reconstitutions spectaculaires attirent des foules immenses et transforment Paris en théâtre de la mémoire retrouvée. L'art performance devient un rituel expiatoire pour une société qui découvre tardivement sa culpabilité ancestrale. Ainsi s'accomplit leur vengeance la plus raffinée, être devenus plus célèbres morts que vivants. Leurs noms, effacés des registres officiels du XVIIIe siècle, brillent désormais sur les écrans du monde entier. Leur amour, brûlé sur un bûcher infâme, irradie aujourd'hui dans des milliers d'œuvres d'art. Jean Diot et Bruno Lenoir ont gagné leur pari posthume, transformé leur supplice en symbole éternel de résistance à l'oppression. L'art les a ressuscités pour l'éternité. L'année 2000 marque l'apogée de leur reconnaissance officielle. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, premier édile homosexuel assumé de la capitale, inaugure une plaque commémorative à l'emplacement exact de leur exécution.
Cette cérémonie, retransmise en direct à la télévision, consacre définitivement leur passage du statut de criminel à celui de martyr. La République française présente officiellement ses excuses posthumes à Jean Diot et Bruno Lenoir, reconnaissant enfin l'injustice fondamentale de leur condamnation. Les manuels scolaires commencent à mentionner leur histoire dans les chapitres consacrés à l'évolution des mœurs et des droits humains. Des générations d'étudiants découvrent leurs noms aux côtés de ceux de Voltaire et de Rousseau, apprenant que la lutte pour la tolérance ne date pas d'hier. Cette entrée dans les programmes éducatifs officiels marque une victoire posthume éclatante. Ils deviennent des références historiques incontournables, enseignées à des millions d'enfants français. En 2013, l'adoption du mariage pour tous en France donne une résonance particulière à leur sacrifice. Les militants brandissent leurs portraits lors des manifestations, établissant un lien direct entre leurs martyrs d'autrefois et cette conquête contemporaine. Leurs images apparaissent sur les faire-part de mariage de couples homosexuels qui se marient symboliquement sous leur protection. Jean et Bruno deviennent les saints patrons officieux du mariage égalitaire français. Netflix produit en 2018 une série documentaire de 6 épisodes intitulée « Les flammes de l'amour » qui reconstitue leur histoire avec des moyens hollywoodiens. Cette production internationale, traduite en 15 langues, fait découvrir leur destin à des dizaines de millions de spectateurs à travers le monde. Leurs visages, reconstitués par des infographistes à partir de descriptions d'époque, deviennent familiers aux téléspectateurs du monde entier. La mondialisation de l'entertainment achève leur transformation en icônes planétaires. Les réseaux sociaux amplifient encore leur notoriété posthume. TikTok regorge de vidéos où des adolescents racontent leur histoire en quelques minutes, touchant des audiences que les historiens n'auraient jamais pu atteindre. Twitter voit fleurir des comptes dédiés à leur mémoire, partageant quotidiennement citations apocryphes et images détournées. Instagram transforme leurs portraits en mèmes viraux. La culture digitale les adopte comme symbole de résistance 2.0. Des universités du monde entier créent des chaires d'études consacrées à leur histoire et à son impact sociologique. Harvard, Oxford, la Sorbonne financent des recherches approfondies sur leur cas, générant des thèses, des colloques et des publications scientifiques. Leurs noms figurent désormais dans les index des plus prestigieuses revues académiques. L'université consacre définitivement leur passage du statut de fait divers à celui d'objet d'étude légitime des sciences humaines. L'industrie du tourisme s'empare de leur légende. Des circuits sur les traces de Jean Diot et Bruno Lenoir proposent aux visiteurs de Paris de découvrir les lieux de leur vie cachée et de leur mort publique. Des guides touristiques racontent leur histoire devant des groupes passionnés venus du monde entier. Le Marais devient un lieu de pèlerinage pour la communauté LGBTQ+ internationale. Leurs martyrs génèrent désormais des retombées économiques considérables. En 2020, la pandémie de Covid-19 donne une résonance inattendue à leur histoire. Confinés chez eux, des millions d'internautes redécouvrent leur destin à travers des podcasts, des documentaires en ligne et des reconstitutions virtuelles. Leur capacité à transformer l'isolement en résistance inspire ceux qui vivent l'enfermement sanitaire. Des flashmobs virtuels se forment pour commémorer leur sacrifice, prouvant que même la distance physique ne peut éteindre la flamme de leur mémoire. Les nouvelles technologies de réalité virtuelle permettent désormais de revivre leurs derniers instants de manière saisissante. Des casques VR reconstituent la place de Grève du XVIIIe siècle avec un réalisme troublant, permettant aux utilisateurs d'assister virtuellement à leur exécution. Ces expériences immersives, proposées dans les musées d'histoire, provoquent des émotions si intenses que certains visiteurs ressortent en larmes. La technologie moderne réussit l'exploit de rendre tangible un événement vieux de 3 siècles. Les cendres de Jean Diot et Bruno Lenoir ont depuis longtemps été emportées par les vents de l'histoire, mais leur héritage brûle aujourd'hui plus intensément que jamais. Leur vengeance,
orchestré par l'art, la mémoire et la résistance collective, a transformé deux victimes oubliées en symboles universels de l'amour triomphant sur la haine. Ce qui devait être leur disparition définitive est devenu leur consécration éternelle. Leur histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Aucune injustice n'est jamais vraiment effacée tant qu'il existe des consciences pour s'en souvenir. Les bourreaux de 1750 croyaient avoir anéanti leur existence, mais ils n'ont fait qu'allumer un brasier qui continue de consumer l'ignorance et l'intolérance 3 siècles plus tard. Jean Diot et Bruno Lenoir ont gagné leur pari posthume le plus audacieux, devenir plus puissants morts que vivants. Ainsi s'achève cette chronique de la vengeance la plus patiente et la plus implacable de l'histoire française. Dans chaque arc-en-ciel qui illumine le ciel de Paris, dans chaque couple qui s'embrasse librement dans les rues de la capitale, dans chaque cœur qui refuse de céder à la haine, Jean Diot et Bruno Lenoir continuent de vivre. Leur amour, condamné par les flammes, renaît éternellement dans chaque geste de tendresse qui défie l'ordre moral établi. La mort n'a pas eu le dernier mot.